Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tapis de souris rouge, une petite souris rose. On est ultra sexy pour cette vidéo des sorties du mois de février. Bah oui, c'est la Saint-Valentin, alors on se met un petit cadre un petit peu chaleureux. On va créer des love stories, puisqu'aujourd'hui on a 16 jeux. 16 jeux qui vont vous faire bander à coup sûr. Non, c'est faux. Globalement, il n'y a pas grand chose qui sort ce mois-ci. Je suis un peu étonné, hein. C'est la première fois que je fais les sorties solo en février. Ça fera un an au mois d'avril. Et je pense que c'est le dernier mois où c'est un petit peu, comme dirait le grand Kevin, qu'il n'y a pas grand-chose qui nous met la tulipe à 45 degrés, puisque je pense qu'après Cannes, à partir du mois de mars, ça va y aller comme des petits salauds. Là, on va se faire chier, hein. On va tellement se faire chier que j'ai même mis des jeux de logique, etc. Bref, il y a quand même 4 vendredis en février, donc on va attaquer avec le vendredi 7. Vendredi 7, il y a 4 jeux. Mais attention, parmi ces 4 jeux, pour le coup, je vous ai dit qu'on allait se faire chier, mais il y a quand même du bon jeu. Le premier, c'est pas celui-là qui sera du bon jeu. Vous connaissez Azul, vous connaissez les carrelages de la... je sais pas, de Azul d'ailleurs, c'est quoi comme type de carrelage, si c'est dans une église ou un truc comme ça. Mais là, en tout cas, on nous propose de faire des trottoirs, mais pas n'importe quel trottoir, les fameux trottoirs de Barcelone avec des panneaux ou des panotes en espagnol, mais la gentille dame avec un accent espagnol qui fait une vidéo en français sur Audible dit panneau quand elle parle de français, donc on va parler de panneaux. Panneaux, un jeu de Nico Cardona et illustré par Juan Juncosa. C'est un jeu édité, d'ailleurs c'est Too Bad Games, donc c'est cette chaîne, c'est cet éditeur qui a une chaîne avec 4 abonnés qui a fait une vidéo sur Panote. Je pense que c'est leur premier jeu. Panote, ça va être un jeu très familial de 1 à 7 joueurs. Donc si vous voulez ramener vos voisins pour aller faire le trottoir, quelque chose comme ça, je me suis un peu perdu dans les explications, eh bien c'est y part. Panote, bon, en vrai, c'est plutôt joli au niveau de la boîte, mais vous allez voir que c'est vraiment un jeu qui ne réinvente pas la roue. Ah oui, on est déjà sur la dernière photo, on n'a que ça en photo. Bon, et c'est très simple, c'est un jeu où vous allez, à la manière d'un domino, jouer des cartes côte à côte, histoire de valider des objectifs qui sont tirés. Alors il y a toujours les mêmes objectifs à chaque partie, mais finalement, vous allez poser des petits tokens qui vont faire que vous devrez toujours avoir une tuile avec rien à côté pour marquer des points à la fin de la partie. Mais à cette partie, cette tuile-là a été tirée aléatoirement, donc à la fin de cette partie, toutes les tuiles avec cette icône-là qui seront vides, comme celle-ci, 1, 2, 3 vides, vous allez marquer un point. Et globalement, ce sont des dominos. Pour poser une carte à côté, il faut que ça corresponde soit à l'icône, soit à la couleur. Vous voyez que là, il y a 2 bleus, ça colle. Là, ici, il y a 2 spirales, ça colle. Là, ici, il y a 2 bleus, ça colle. Bref, vous savez comment jouer à Panote. Panotes. J'imagine qu'en solo, on a peut-être des défis où il y a juste battez votre propre score. Je suis pas sûr que ça soit le jeu que vous allez le plus acheter, vous qui êtes des mordus des jeux solo, mais en tout cas, ça sort au prix de 12,50. C'est distribué par Zacatrus et fait par... Too Bad Games? Non. Ça le ferait pas trop, ça serait un petit peu méchant. Mais je crois que c'est ça quand même. Bah si, Too Bad Games, des jeux trop mauvais. J'imagine que c'est plus le badass plus qu'autre chose, mais en tout cas, il s'appelle quand même des jeux trop mauvais. Le prochain jeu, il s'agit de Genpei, si je parle bien japonais. Ou Genpei si vous parlez bien français. C'est un jeu qui va être édité par Bad Boon Games, qui normalement je devrais le recevoir. Alors en vrai, je pensais pas le demander parce que j'étais pas vraiment sûr que ça soit quelque chose de très intéressant, mais j'ai envoyé mes petits mails pour savoir s'il y avait moyen de prendre des rendez-vous aux fiches, et donc Bad Boon Games m'a répondu que ils n'y allaient pas parce que restriction budgétaire, mais du coup il m'a parlé des différentes sorties et m'a proposé de tester cette version-là. J'ai dit ok, banco. C'est un jeu de Bernard Buxos, publié à la base par Invaders, et clairement, ça a vraiment de la gueule. C'est très 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 joli, on est dans le folklore du Japon, ça va être un petit jeu... Là, clairement, on a envie de jouer. Ça a l'air assez simpliste, c'est 2,7 je crois sur l'échelle de difficulté BG, mais ça donne super envie. L'idée, c'est que finalement, il va y avoir un côté de contrôle de territoire, de majorité, etc. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, vous aurez placé des tokens au niveau de ces différents clans, et celui qui a mis la plus grosse valeur, finalement, va gagner. Il y a des valeurs qui sont brutes, 3, ou alors il y aura des valeurs, ça sera 2 plus le nombre de cartes du clan bleu, par exemple. Et puis, tout au long de la partie, vous allez placer des jetons. Puis tout au long de la partie, il y aura des jetons qui seront placés ici, et globalement, quand vous allez jouer des actions, c'est en déplaçant, dans le sens des aiguilles d'une montre, un token. En déplaçant le token, par exemple, qui est peut-être ici, qui va arriver là, vous allez débloquer cette action-là qui permet d'aller recruter, je crois. Je connais pas les règles, oui, c'est l'icône qu'on voit ici, donc vous allez pouvoir récupérer une de ces cartes-là, et globalement, il y a quand même un système où vous allez pouvoir faire un peu de combo, rebondir, aller ici, qui va débloquer une avancée ici, qui va permettre de faire un truc ici. Encore une fois, je ne connais pas les règles, mais tout en ayant des cartes avec juste
une couleur, juste un type de clan. Il y a quand même a priori moyen de tchic tchic tchic, de dispatcher, de rebondir un peu, donc sans avoir l'impression que c'est un jeu extraordinaire. Je suis plutôt curieux déjà parce que c'est super joli et voir ce petit rebond. Un jeu avec de la majorité en solo, c'est toujours un petit peu casse-gueule. Il y en a quand même quelques-uns qui le font bien. Et le dernier que j'ai en tête, c'est Small Samurai. Oui, c'est ça. Small Samurai Empires, qui était du coup aussi dans un univers japonais. Je crois que l'univers japonais entraîne une bonne sensation de majorité en solo. Donc, je pense que vous l'aurez sur la chaîne au courant du mois de février. Parce qu'a priori, je vais le recevoir. Après, on va débander tout de suite. C'est 7,2 sur 10, c'est correct, mais c'est pas non plus extraordinaire. Le premier Zugmador du mois de février, il sort enfin. Il s'agit de Canal, ou Oranienburger Canal, qui était déjà sorti en 2023 en Allemagne, près de Spielworxx. Je vous l'ai annoncé depuis des mois et des mois, il y a même déjà la vidéo qui est sortie sur la chaîne. Je vous ai dit que c'était un jeu Silex. En fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait anguille sous roche. En fait, pas vraiment anguille sous roche, c'est que ce n'est plus un jeu Silex, c'est un jeu fantasy game, fantasy avec un E, puisque un des deux co-directeurs de Silex a créé sa propre société et a embarqué la gamme plutôt expert de chez Silex, si j'en crois ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, même s'il y a écrit Silex sur la boîte, parce que tout le travail a été fait chez Silex, ou le retravail de l'édition, du dessin, de quelques règles, a été fait chez Silex, finalement maintenant ça sort chez Fantasy Games. Donc voilà, alors Genpei c'était 27 €, celui-ci ça c'est 58 €. C'est relativement cher, on est bien d'accord, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Alors là c'est l'édition allemande, alors très curieux, vous avez été allez, 50-50 trouvent l'édition française plus jolie, d'autres préfèrent l'édition Jonas. L'édition Jonas, c'est Jonas, il n'y a pas trop... on croirait à ça après que ce sont les frères, c'est Jonas, j'ai pas d'autre terme. Mais bon, peu importe, c'est un jeu qui est vachement bien, parce qu'il y a cette roue. Là, ça faisait des mois que je vous en parlais sans trop comprendre comment ça marchait, mais maintenant que j'y ai joué, je sais comment ça marche. C'est un truc tout bête, ça évite d'avoir 15 meeples, 15 trucs, machin. C'est tout simplement, vous avez vos ressources qui sont cette roue. Ce monsieur n'a pas de bois, il a un charbon et il a 2 argiles. Et de l'autre côté, ce monsieur n'a pas de pierre et il a une brique. Merde, c'est quoi les ressources? Parce que c'est pas le même meeple, je crois, en français. En français, oui. Bref, dans la version française. Et tout simplement, ça permet de traquer. Et si vous voulez avoir ces ressources qui sont plus rares, il faut dépenser une ressource de chaque. Donc tout simplement, vous inclinez, vous tournez la roue d'un cran vers la gauche. Du coup, vous avez perdu 1 de chaque des ressources de gauche, mais du coup, vous avez augmenté de 1 de toutes les ressources de droite. Donc c'est ultra habile. Et donc tout le jeu, qui est un jeu finalement assez simple au niveau des règles, vous allez récupérer ce genre de bâtiments pour les placer, et ces bâtiments vous demandent des ressources à dépenser. Donc déjà, il va falloir gérer les ressources pour poser ces bâtiments. Et ensuite, ces bâtiments vont vous apporter des points de victoire avec tout un tas de bonus. Pour gagner les bonus, il y a 2 façons. La première, c'est qu'il faut avoir entouré totalement le bâtiment avec des voies. Ça peut être des simples chemins, ça peut être des chemins de fer, ça peut être un canal, ou ça peut être une simple route. Et dans ce cas-là, ça met que, alors c'est pas la même iconographie en français, pour chaque canal qu'il y a autour, vous gagnez un charbon et une brique. Et il y a une autre façon, c'est en créant des ponts. Si un bâtiment est entouré de 2 ponts, c'est-à-dire qu'il est relié à 2 autres bâtiments, vous activez une deuxième fois ce bâtiment. Donc ça va être vraiment tout un jeu de gestion de quels bâtiments récupérer, comment les activer, comment bien les agencer pour que tous les chemins qui sont autour collent parfaitement. C'est très simple au niveau des règles, il y a un petit système de pose d'ouvriers pour les récupérer. C'est très simple au niveau des règles, mais c'est un vrai casse-tête au niveau de l'esprit. C'est un parfait jeu solo. D'ailleurs, c'est même plus un jeu solo jouable à plusieurs, jouable à 2, puisqu'il n'y a pas vraiment d'interaction. Même sur le plateau, vous avez toujours quelque chose à faire. Donc, même si vous voulez récupérer le bâtiment ce tour-ci, vous arriverez un peu plus tard. Là, pour l'instant, vous allez poser votre pion ailleurs pour récupérer des ressources. Bref, gros casse-tête. Un peu cher, mais retravaillé visuellement. Et surtout, vous avez les 2 extensions qui rajoutent des decks, c'est-à-dire des mises en place un peu différentes. Franchement, un très bon jeu. Il faut aimer se casser la tête, c'est une certitude absolue. Il faut aimer des jeux qui sont globalement pas ultra jolis, parce que ça reste quand même pas ultra joli, même dans cette nouvelle mouture. Mais en vrai, c'est très plaisant et très casse-tête. Il nous reste un jeu pour ce vendredi 7, qui lui aussi a l'air intéressant. Je pense que le vendredi 7 est on est quand même sur du 3 sur 4 de choses intéressantes. Un jeu dont vous avez déjà entendu parler, un jeu qui a peut-être été nommé au Diamant d'Or. Je dis peut-être des conneries, enfin nommé, pas gagné, mais dans la shortlist, je crois, mais je suis pas sûr. Il s'agit de Minos, Dawn
of the Bronze Age, donc l'aube de l'âge de bronze. C'est un jeu de Stan Kordonski, initialement édité par Board & Dice. Donc Board & Dice, c'est sans aucune surprise que c'est chez Pixie. Ça sera au prix de 50 €. Et le but va être le leader de la première civilisation européenne. Je trouve déjà le plateau super beau. Alors là, je pense qu'on est sur une fin de partie, ça peut paraître un peu fouillis, mais cette grande table où tous les dirigeants sont en train de se poser la question de où avancer leurs unités, etc., et ben c'est finalement sur le plateau ce que vous êtes en train de faire autour, et je trouve la mise en relief ou je sais pas quoi, franchement intéressante. C'est un jeu qui va être un jeu avec des dés, un Eurogame avec des dés, avec du coup un peu de hasard, etc. Bah, je pense que je vais remettre la photo d'avant qui était, ma foi, la plus jolie. Globalement, vous allez utiliser vos dés pour jouer ces différentes actions. Imaginons que je mette un 4. Bah, je suis tout seul, le 4, je le place ici. Imaginons que mon voisin, ou l'automa, parce que ça joue en solo, va jouer une valeur plus petite. Et bah s'il place la valeur plus petite, c'est toujours la valeur plus petite qui va se mettre ici. Ça veut dire que les autres dés vont être décalés sur le côté. Pas de bol, parce que les premières cases actions sont des actions qui sont améliorées. On jouera toutes nos actions une fois qu'on aura placé tous les dés. Donc il y a d'abord cette phase de draft de dés, et après on valide les actions. Donc vous avez envie de mettre des petites valeurs pour gagner les gros bonus, sauf que ceux qui vont mettre des gros dés, finalement, vont pouvoir aller sur ce plateau qui est un peu plus grand, avec finalement tout ce qui va être les technologies, ou les influences, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et donc voilà, ça va être tout un jeu qui vont vous donner, et donc ça va vous donner tout un tas de bonus. Donc il va falloir gérer un peu dans quel sens je joue mes dés pour pouvoir me développer et essayer de marquer le plus de points de victoire. Clairement, je trouve tout ce matériel très joli, les règles semblent être assez claires, assez faciles. Il y a par contre potentiellement une grosse réflexion pour essayer de bien jouer. Minos Dawn of the Bronze Age, je l'ai demandé à Pixie, je ne sais pas si je le récupérerai, mais je pense qu'au pire, il sera dans ma liste des achats potentiels de février, parce qu'il n'y a pas grand-chose en février, que j'ai toujours un petit budget pour claquer un petit peu de pépettes, et celui-ci me donne plutôt envie. Voilà, c'est tout pour ce 7 février, et je viens de comprendre un truc. Ok, en fait, il n'y a aucun jeu qui sort officiellement le 14 février, à part un, qui est un jeu de logique. Du coup, je l'ai inclus pour ne pas squeezer ce pauvre petit vendredi qui allait rester tout seul. En plus, je viens de comprendre, en fait, c'est la Saint-Valentin. Donc, est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'ils se sont dit que les joueurs n'allaient pas aller dans un magasin le 14 février? En vrai, les jeux sortent le vendredi, mais on va dans la boutique le samedi, je crois, un truc comme ça. Non, je sais pas. Mais est-ce que c'est pour la Saint-Valentin qu'ils n'ont rien sorti, ou est-ce que c'est juste comme ça? Aucune idée. Du coup, il n'y a qu'un seul jeu qui sera présenté sur Ludum, parce que c'est un peu le truc à la française, même pas, c'est Scott Kim, donc lui il fait pas très français, c'est Sudoku 5x5, jeu de logique magnétique, c'est par Think Fun, au prix de 12,90, en fait, vous l'avez compris, c'est un Sudoku magnétique, tout est écrit, j'adore les Sudoku. J'ai des années et des années de Sudoku derrière moi. Champion du monde de toute catégorie de Nilvange, en tout cas au moins dans ma rue. Comme d'hab, je reviens parce qu'il y a mon chat qui miaule. Voilà, tel un bon fonctionnaire, quand c'est pile l'heure de manger, il miaule devant la fenêtre. Du coup, on disait Sudoku 5x5, c'est un pur Sudoku, donc vous savez, il faut une seule fois un chiffre dans le carré, dans la ligne et dans la colonne. La petite subtilité ici, c'est que c'est magnétique et ce ne sont pas des carrés. Ceci dit, le fait que ce soit des formes un peu différentes, je ne suis pas sûr que ça complexifie le jeu. Je ne pense que ça change rien du tout. J'adore les Sudoku. Est-ce que je vais l'acheter pour autant? Non. Je pense qu'il y a plein d'applications sur le téléphone qui permettent de faire des Sudoku. Après, pourquoi pas. Voilà pour ce vendredi 14 février. Il va falloir vous trouver un autre petit jeu. En même temps, c'est pour jouer en solo. Donc le 14 février, si vous êtes en solo, je vais dire, il ne reste plus que vos yeux pour pleurer. Mais en fait, non. Vous êtes libre. Vous n'avez pas de gosse. Bon, c'est pas sûr, mais en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, jouer à n'importe quelle heure. Franchement, vous avez tout compris. Ne regrettez pas vos choix. Même si Elodie était jolie, ne regrettez pas de ne jamais l'avoir abordée en cours de science. Vendredi 21, la semaine juste avant Cannes, il sort, là c'est la grosse semaine, on sent que les mecs ils sont à la bourre, il faut que ça sorte pour Cannes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. 7 jeux, c'est la moitié du mois qui sort le 21 février. Eh bien, c'est la moitié du mois que sort des jeux très intéressants. Le premier, une extension qui commence à tirer un petit peu sur la corde, ou plutôt un petit peu sur la chicane, hein, gros jeu de mots, lol, pouce bleu. Il s'agit de la nouvelle extension de Hit. Alors Hit, c'est le jeu qui m'a fait découvrir le solo, un coup de cœur absolu. Ceci dit, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Hit. En fait, c'est faux, j'ai joué chez Gaelou et Chico à Hit, mais très longtemps que je n'y ai pas joué en solo.
En vrai, la dernière fois que j'ai joué en solo, c'était en vidéo pour vous faire gagner un concours, et c'était même joué à 0 parce que ce sont uniquement les automates qui ont fait la course. Moi, j'étais là à les regarder jouer. Je n'avais pas acheté l'extension d'avant, qui était une extension qui permettait de rajouter le Japon, un truc comme ça, en tout cas avec les flaques d'eau. Parce que, ok, ça rajoutait deux cartes, mais je trouvais pas que ça changeait finalement grand chose à la mécanique. Ceci dit, quand je regarde cette nouvelle extension, ça n'apporte pas non plus grand chose, mais rien que voir les cartes, rien que voir la boîte, alors je me dis que j'aurais dû acheter, bon elle est toujours accessible, mais j'aurais dû acheter la précédente extension, parce qu'en vrai, Hit avec quelques cartes de plus pour changer nos decks, etc., bah c'est toujours cool, ça reste quand même un jeu qui est merveilleux. Là la nouvelle, ça s'appelle Tunnel Vision. Je vous laisse trouver quelles seront les améliorations, il y en a une qui est trouvable. Elle est dans le titre, l'autre, bah elle est écrite juste en dessous. C'est toujours illustré par Vincent Vitry, on a l'impression toujours de voir la même boîte, puisque globalement c'est juste la couleur, et j'exagère un peu, mais c'est la couleur de la voiture qui a changé, parce que oui, vous pourrez enfin jouer à 8, mais en solo, vous jouerez toujours à 6, vous ne pourrez pas jouer à 7 ni à 8, parce que les cartes automates n'ont pas changé, il n'y a pas plus de légende. C'est peut-être dommage, peut-être qu'on aurait aimé avoir justement la possibilité de jouer à 8. Refaire ces cartes-là me semble pas si compliqué que ça. Mais bon, voilà, nous en solo, on jouera toujours qu'à 6, ce qui est quand même déjà pas mal. Les deux particularités, bah, c'est d'avoir un nouveau plateau qui est les Pays-Bas. Et vous le voyez sur ce plateau des Pays-Bas, un petit virage. Il y a quasiment que des lignes droites avec des virages qui sont quand même pas très compliqués à réaliser. Donc là, globalement, il va falloir apprendre à aller y aller pot de balle pour aller jusqu'au bout. Et on a un autre plateau, l'Espagne, qui, elle, pour le coup, il faut aimer les petits virages. Hein. Il y a quand même pas mal de chicanes, le niveau est... Il y a son niveau de difficulté là écrit? Non, mais clairement, on est sur un niveau un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, ça se joue en un seul tour, parce que le plateau est long, clairement, et ça apporte la mécanique des tunnels. La mécanique des tunnels, c'est quoi? C'est quelque chose de très léger. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans un tunnel, vous ne pouvez pas défausser de cartes de votre main. Normalement, vous savez, à la fin de la manche, à part les cartes hit, vous pouvez défausser. Parce que si vous avez des 1 que ça ne vous arrange pas, que vous avez une grande ligne droite, bah défaussez vos 1 pour espérer récupérer vos 4, voire votre 5. Bah là, dans un tunnel, vous ne pouvez pas défausser. À quel point c'est limitant? Bon, là, il y a un tunnel qui va gérer un virage assez serré, donc il va falloir l'anticiper. Là, il y a un tunnel qui est avant un virage pas très compliqué. Là, ok, il y a une chicane entre les deux, donc il faut aussi se préparer, garder ses petites cartes. Alors, je ne suis pas un énorme joueur de hit, je défausse régulièrement mes cartes pour que ça aille bien, mais en vrai, j'ai pas l'impression que ça soit une mécanique qui change encore des masses. Après, ça reste deux nouveaux plateaux pour un peu de variété, pour changer un peu vos parties. Je pense que ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est plus les cartes d'amélioration pour vos voitures, pour changer un peu vos decks. C'est ça un peu le problème que je reprochais au premier hit, première extension de hit, et toujours un peu celle-ci, c'est que j'ai quand même l'impression que c'est du contenu pour faire du contenu, que ça va pas twister. Après, quand on aime hit, on aime tellement hit qu'on est content d'avoir des nouveaux circuits, etc. Mais bon, c'est pas très cher, c'est quoi? C'est 27,50 €. Mais voilà, j'ai un peu l'impression qu'on tire un peu sur la corde. Je pense que ça sera la dernière extension, parce que dans la boîte c'était prévu 8 voitures, ou alors les prochaines extensions ne rapporteront tout simplement pas de voitures. Donc en vrai, maintenant que je suis dans les petits papiers d'Asmodée, j'ai demandé l'extension parce que j'adore Hit, mais je suis pas sûr que ça soit un achat indispensable quand même. Même si je suis sûr que ça sera un carton absolu. Le prochain, petite curiosité, il s'agit de Medical Mysteries New York City Emergency Room. C'est localisé par Yellow, ça sort au prix de 26,90 €. C'est un jeu d'enquête qui me fait un petit peu penser finalement à la gamme de Monaco. Mince, comment ça s'appelle cette gamme-là? Ce jeu d'enquête ultra dur de chez Yellow. Et bien là, ça va vous proposer de résoudre 4 cas, 4 personnes qui arrivent aux urgences, et d'essayer de diagnostiquer leurs problèmes, quels examens il faut faire, comment les guérir, etc. Il y a un petit tutoriel, il y a une sorte de sensation, une mécanique de course contre la montre, hein. Il faut guérir avant qu'il soit mort. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances au niveau de la médecine. Il y a tout des cartes avec, j'avais trouvé ça. Voilà, par exemple ici, il y a un petit truc qui va vous expliquer ce qu'est une coproculture, ce qui est une craniotomie, toutes des choses comme ça. Et donc, il y a plein de choses qui vont servir à rien, mais du coup, vous pourrez les utiliser pour essayer d'aider à savoir comment sauver les patients. Là, par exemple, le premier patient, après avoir terminé avec succès le tutoriel, votre première patiente, Shaila,
Est-ce que j'ai besoin de savoir parfaitement lire son nom? Je ne sais pas, mais tant pis. Arrive au service des urgences, elle souffre de douleurs thoraciques, le temps presse. Ouvrez vite cette enveloppe et consultez son contenu, sauf l'épilogue, patati patata. Alors est-ce que Shaila Patel est en train de faire une embolie pulmonaire, une pneumonie ou un infarctus? Allez savoir, peut-être même un pneumothorax, parce qu'elle a l'air assez jeune et longiligne. Mais bon, ce n'est pas un homme, donc elle n'a pas tous les facteurs de risque. En vrai, je suis très curieux. En fait, je pourrais clairement y jouer en faisant cette vidéo, un peu comme on voit dans plein de trucs, là, vous savez, cet ancien membre du commando des forces spéciales analyse ses films d'action. Ben là, ça pourrait être un médecin généraliste analyse le contenu médical de New York Service d'urgence. Oui, parce que c'est New York Service d'urgence en français. Je ne sais pas à quel point c'est intéressant, je ne sais pas à quel point c'est facile, je ne sais pas à quel point c'est crédible, ou à quel point c'est des situations finales un peu loufoques, un peu comme Dr House, il y a toujours des faits médicaux, mais il y a toujours des trucs qui sont sortis qui sont un peu perchés. Je suis curieux, je suis pas sûr que je vais l'acheter, parce que finalement, bah, c'est 27 € pour avoir l'impression de travailler, quoi. Mais en soi, je suis très curieux de savoir à quel point je suis nul en médecine. Si jamais je peux réussir à résoudre les enquêtes ou pas. Et bon voilà, ça peut être rigolo. Le prochain, lui, je suis sûr de ne pas l'acheter. Et pourtant, il s'agit de Vendée 93. Vendée at War, si ça vend pas du rêve. Moi, je rêverais d'avoir un jeu sur la ligne Maginot. C'est un rêve absolu, bien sûr. Mais là, Vendée 93, ça propose un truc qui est un wargame. Un wargame pour 2 joueurs, comme beaucoup. Alors c'est, j'ai l'impression, Fellowship of Simulations, l'éditeur. Ah non, je pensais que c'était leur premier jeu, mais ils ont fait Verdun, Révolution, Trench War, etc. La Vendée 93, c'est un jeu qui va sortir au prix de 80 balles. C'est toujours un peu cher, ces jeux historiques, ces jeux pour les passionnés. C'est toujours un peu moche, hein. Est-ce qu'on a envie de jouer là-dessus? Bon, ceux qui habitent au Sable d'Olonne seront contents de voir leur maison sur la carte. Mais bon, 80 balles pour avoir des petits tokens comme ça, des petits... ça fait un peu mal, enfin c'est pas des tokens, c'est des standees, ça fait quand même un peu mal au cul. Ceci dit, c'est, alors pas pour me la péter parce que moi je ne connaissais pas la guerre de Vendée, c'est les anciens, oui c'est ça, c'est en 1793 et donc on a les partisans de la Nouvelle République qui vont affronter les partisans finalement plutôt royalistes. Et bah voilà, comme tous ces jeux-là, c'est joué avec des cartes, c'est card-driven, c'est-à-dire qu'on a des cartes avec des événements, des actions qu'on va jouer avec 2 decks qui seront asymétriques. Forcément, les royalistes ne seront pas les mêmes que les républicains. Et il y a vraiment, c'est une niche dans la niche, hein, ces wargames-là historiques. Il y a des gens qui adorent ça. Moi, en vrai, j'ai jamais joué. Ça me fait un peu peur parce que je ne suis pas un féru d'histoire, je ne suis pas un féru de stratégie. Celui-ci est très accessible, hein, 2,67. Mais voilà, des parties d'1h30 à 3h, avec du matériel qui n'est pas très joli, un jeu qui est un peu cher, moi, c'est clairement pas un truc qui me botte, mais si ça se trouve, je fais totalement faux bon. La suite, c'est la libération pour j'allais dire des milliers, mais des centaines de joueurs français, puisque nombreux sont ceux qui ont backé ISS Vanguard le all-in, et nombreux sont ceux qui n'ont pas eu leur version française quand ISS Vanguard est arrivé en France, parce que finalement en France il y a eu la boîte de base, mais il n'y avait pas toutes les extensions. Et donc, plein de joueurs qui n'avaient pas backé ont pu faire la boîte de base ISS Vanguard, et tous ceux qui l'avaient backé bien avant, depuis plus d'1 an, qui avaient claqué un all-in à 400 balles, sous le nez. Et ben enfin, enfin cette seconde vague est arrivée, et donc, quelques temps après, eh bien, on a les extensions qui sortent aussi dans le commerce. On en a 2. On a The Lost Fleet et on a Deadly Frontier qui sortent à 60 et 90 € respectivement. C'est toujours du Awaken Realms. ISS Vanguard, c'est la raison pour laquelle j'ai cette belle grosse table devant moi. Je l'ai acheté, mais je voulais pouvoir laisser cette campagne installée. Résultat, je l'ai depuis le mois de mai. Résultat, je l'ai juste déballé pour bien tout ranger, etc. Mais je n'y ai jamais joué. Et depuis que j'ai cette table-là, depuis le mois de novembre, j'ai toujours pas joué à ISS Vanguard. Donc finalement, c'est bien beau d'acheter des belles tables pour jouer à vos jeux en campagne, mais il y a quand même encore tout un monde entre les deux. Bon, en vrai, ça fait un mois qu'il y a KDM en dessous, donc la place est prise. Et avant, il y avait ce jeu finalement un peu moyen qui est Etherfields. Et donc voilà, des nouvelles extensions, donc ISS Vanguard, qui je crois a eu le Robinson d'or, si je dis pas de bêtises, un prix des joueurs solo, ma foi, hautement recommandable. Et bien voilà, si vous avez aimé, il y a 2 campagnes supplémentaires pour toujours plus de plaisir. Le prochain, c'est un jeu dont on a déjà parlé, il n'y a pas eu tant de jeux que ça dont on a déjà parlé, parce que finalement la plupart sont enfin sortis. Il s'agit de Golfi, un jeu qui reprend le mécanisme de jeu de golf, donc globalement le 6 jeux, mais le jeu de golf, Golfi, le jeu de golf, parfait,
En vrai, qui a l'air plutôt rigolo, qui a l'air très très familial, mais comme le but de tout jeu de golf, c'est de faire le plus petit score. Vous voyez qu'il y a des cartes qui sont retournées, qui sont toutes face cachée, sauf 2 au début de partie. Vous allez choisir celle que vous avez retournée dans la première ligne et celle du bas. Et vous allez tirer des cartes. Les cartes, ça va vous dire quelle carte, quel endroit, avec quelle carte vous allez jouer. Si ça montre cette carte-là, et ben vous avez le choix, soit de la révéler, pour connaître du coup sa valeur, et plus c'est petit, plus c'est bien, soit vous pouvez la décaler, l'échanger. Et pourquoi vous feriez ça? Parce qu'au moment où vous avez la carte qui sort avec un trou, eh bien vous devez choisir une de ces 3 cartes-là, et c'est le nombre de points. Donc bien sûr qu'ici, si vous avez un 10, alors je ne sais pas si ça va jusqu'à 10, un 6, un 7 et un 8, eh ben, ça va vous faire beaucoup de points. Vous savez qu'au golf, il faut avoir le petit trou. Il faut avoir le petit score possible. Donc peut-être qu'ici, si vous savez que vous avez un 1, choup, vous allez en profiter pour l'inverser. Comme ça, quand la balle sortira, eh ben, vous ferez qu'un point. Voilà, c'est une mécanique du ski-jo, jeu de golf, un peu révisé, un peu thématique, qui peut être un peu rigolote. Ça sort chez Riviera Games au prix de 15 balles. Je sais pas à quel point c'est cool en solo, mais en vrai, un petit jeu détente plutôt rigolo. Je me laisserai peut-être tenter si, avec les liens affiliés, tout ça, j'ai un petit peu d'argent sur mon compte et qu'il me manque quelques euros pour finir une commande. C'est pas le jeu de l'année, mais clairement dans les ski-jo-like, je pense qu'il y a bien pire que ça. Le prochain jeu, c'est un jeu expert 360 sur 5. C'est un jeu qui m'a fait contacter hier soir en toute urgence Alex des Jeux en Cravate, parce que quand j'ai vu le nom, Rezafa, j'ai cru que c'était le petit bonhomme belge qui dit « Ah, le parc !» Rezafa, en fait, il s'avère que c'est Josaphat. C'était mieux avant, ou encore une fois, je sais plus quoi. Là, je vous le mettrai peut-être, ou pas d'ailleurs. Je vous laisserai taper Parc Josaphat sur Google. Mais du coup, j'ai cru que c'était un jeu avec le même nom que ce truc que Alex des Jeux en Cravate, mais très souvent dans ses vidéos. En fait, pas du tout. Rezafa, c'est plutôt en rapport avec la Syrie. Aucun lien, fils unique. C'est le nouveau jeu de Vladimir Sushi, ou Suki, qui est donc l'auteur, l'illustre auteur de Underwater Cities, entre autres. Mais apparemment, il a quand même des liens avec Underwater Cities. C'est un jeu où... alors d'ailleurs, je vais vous mettre la description, hein, elle est épique. En tout cas, cette phrase-là, achète mon épice, est-ce que ton chameau est assoiffé? Ton jardin est fantastique et merveilleux. Bon, avec ça, je pense que ça donne envie de jouer à Rezafa. C'est un jeu expert. Je vous avoue que j'ai regardé une vidéo de 20 minutes hier pour comprendre un peu quelle était la substantifique moelle de Rezafa. J'ai lâché au bout de 10 minutes, j'ai pas tout compris, en fait j'ai pas eu très envie. Et par contre c'est dégueulasse. Alors je me demande si c'est pas le même auteur que le même illustrateur que Woodcraft là, qui avec les espèces d'elfes qui louchaient. Michal Peichel. Bah attendez, je vais aller voir. Ouais, c'est ça. Même illustrateur que Woodcraft, qui est aussi de Delicious Games. Et ben il dessine pas très bien. c'est pas fifou. C'est pas fifou. Bah oui, moi je fais pas ça, hein, je sais pas faire des aussi beaux chameaux, mais quand même, c'est pas le truc le plus esthétique. Et donc voilà, bon, bah Rezafa, je vais passer vite. Je sais pas trop ce qu'il y a de particulier, à part que c'est un jeu de Vladimir Suki. Ah bah voilà, Woodcraft, on voit, il est là. Il nous reste un autre jeu pour ce vendredi 21, un autre jeu où je vais vous parler assez rapidement, parce que juste après avoir abandonné la vidéo règle de Rezafa, j'ai regardé une vidéo règle de Terminus, un jeu qui va sortir chez Matago au prix de 55 €, un jeu de 3,62 €. Et là, pareil, j'ai lâché parce que je me suis fait chier sur la vidéo. Un jeu de Earl Aspiras illustré par Ed Ovals. En fait, regardez-moi ça. Est-ce que ça donne envie de jouer? Moi, dès que je vois des rails comme ça, habitant en Lorraine, c'est pas trop notre culture, les rails. En tout cas, on préfère les oublier. Bon, voilà. C'est un jeu avec finalement une mécanique de rondel game, c'est-à-dire que vous allez faire... Pardon, je ne voulais pas zoomer là. Vous allez faire un tour de ce plateau et activer les actions. Quand vous jouez votre tour, vous pouvez avancer comme vous voulez. Soit vous avancez que d'une case, soit si vous voulez faire le tour entier pour arriver sur cette action-là. Bien sûr que plus vous avancez, moins vous aurez de tours, parce qu'il y a 3 tours pour finir une manche, et je crois qu'il y a 4 manches, donc il va falloir essayer de ne pas trop avancer. Mais à vous de choisir comment vous gérez vos actions. Bien sûr que le gros se passe sur ce plateau, il va falloir faire des chemins. Je crois que quand vous coupez avec le rail de quelqu'un d'autre, il va gagner des points, il va y avoir un peu tous des bonus actifs, etc. Bon, c'est pas très joli quand même, ça prend de la place. Je sais qu'il y a des gros fanatiques de tout ce qui va être rail. Moi je préfère le hard rock quand même. Bref, Terminus, vous savez que ça existe, mais je vous en aurais pas dit beaucoup plus. Allez, il nous reste 3 jeux, il nous reste une semaine, il nous reste le vendredi 28 février, là c'est le jour de Cannes, donc là aussi je pense que
Pas beaucoup de sorties parce que la sphère ludique est plutôt dans l'attente de qu'est-ce qui va sortir bientôt et non pas trop de aller dans les boutiques. En fait, c'est faux parce que la plupart des gens qui achètent des jeux ne vont pas à Cannes et s'en battent un peu les couilles et vont aller en magasin acheter quand même leurs jeux. Mais en l'occurrence, il n'y a que 3 jeux, dont un que j'ai essayé à Cannes justement, Magicarta, le fantôme et la sorcière. Un jeu à partir de 10 ans, un jeu d'enquête. Vous savez, Fanelia, c'est celle qui a fait La Clé, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, ce jeu d'enquête ultra hardcore qui va vous prendre une vie. Là, on est quelque chose d'accessible à toute la famille. En vrai, j'ai fait les premières enquêtes, les premiers niveaux, ça nécessite quand même de réfléchir un petit peu. C'est pas ultra poussé, mais c'est pas non plus ultra basique, il faut réfléchir un peu. Déjà, comme toujours avec Fanelia, c'est un livre qui est magnifique. Vous voyez ces beaux dessins, ça pourrait être un jeu vidéo comme on voit souvent, il y a pas mal de jeux indépendants avec cette direction artistique. Et puis, il y a un système de cartes, il y a un système d'énigmes cachées dans le truc, il y a une petite histoire, etc. Ça m'a l'air, somme toute, ma foi, assez sympa. Je sais plus combien il y a de chapitres. Là, ils disent que c'est en tout cas 40 minutes par chapitre, 9 chapitres. Donc ça vous propose une aventure de 6 heures à peu près, au prix de 30 euros. Franchement, je pense que ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire, de Noël, etc. Ou à se faire à soi-même pour découvrir un peu ce joli univers. Le prochain, c'est un jeu que je vais pas trop vous recommander. Je crois qu'il a eu un Zogma de bronze sur la chaîne. Je sais plus, il s'agit de Conservas, un jeu uniquement solo, un jeu de Scott Helms, du très prolifique. Scott Helms, c'était un Kickstarter que j'ai que j'ai financé, et il est localisé par Matago. L'idée, c'est d'avoir sa propre Conservas, donc son entreprise de mise en conserve de thon. Donc globalement, vous allez pêcher dans votre sac tous des petits poissons que vous allez mettre sur vos bateaux. Attention, sur chaque carte, vous avez une valeur, ça veut dire que sur chaque carte, vous allez devoir mettre 5 tokens, mais ça vous dit que ici, il n'y en a que 2 que vous allez pêcher. Donc quand vous allez prendre vos jetons, vous allez devoir choisir ceux que vous mettez sur le bateau, ceux que vous laissez dans l'eau. Ceux que vous allez dans l'eau, ceux que vous mettez dans l'eau, retourneront dans vos sacs, mais du coup, ces jetons-là, il va falloir, ceux que vous avez pêchés, en faire quelque chose. Activez vos cartes pour récupérer des bonus, mais plus souvent, allez essayer d'activer tous ces objectifs qui vous demandent de mettre en conserve un poisson, là de mettre en conserve un coquillage, etc. Et vous avez finalement 12 challenges, pour chaque mois, qui vous fait un peu varier les plaisirs, un peu varier votre mécanique. Et en vrai, c'est très sympa parce que vous avez vraiment cette sensation de pêche, parce que vous allez les pêcher dans votre petit sac, vous avez un peu du backbuilding parce que vous allez devoir améliorer un peu ce qu'il y a dans le sac, vous allez potentiellement vider trop votre sac aussi, donc il y aura, si vous avez vidé tous les poissons de la mer, et bien c'est mort, il va y avoir donc une mécanique de reproduction, c'est avec cette reproduction que vous allez améliorer votre sac. Vous avez, moi je trouve, une direction artistique qui est cool, on a vraiment l'impression d'avoir des petites boîtes de conserve et tout, sauf que le jeu en tant que tel est beaucoup trop simple. Une fois que vous allez perdre une ou deux parties, et une fois que vous aurez compris que au départ, il ne faut pas faire grand-chose, il faut faire fructifier son sac, et à la fin, lors des 2 dernières manches, vous balancez à mort pour réussir tous vos objectifs, et bien vous allez réussir à 100%, chaque partie, même en mode difficile. Il y a d'ailleurs des fichiers, des règles alternatives proposées par Scott Helms pour rendre le jeu plus dur, mais même ces règles alternatives proposées sur BGG, pas présentes, je ne pense pas qu'elles seront présentes dans la boîte française, mais même avec ces règles, le jeu reste toujours assez simple. Donc il y a une bonne idée, quelque chose d'assez thématique, quelque chose d'assez mignon, mais un jeu qui est beaucoup trop simple. Donc voilà, vous aurez finalement rapidement plus très envie d'y jouer parce que vous allez trop facilement gagner. Et c'est dommage, il y avait quelque chose à jouer. Et le dernier jeu de cette vidéo à 80 € probablement, j'arrive pas à me lire, de Cool Mini or Not. Eh bien, le jeu qui rapporte le plus d'argent à Cool Mini or Not, je pense à Cool Mini or Not, et je pense Zombicide, et là, il y a le nouveau Zombicide White Death. La mort blanche, 6,6 sur 10. Oh là, il se prend des claques dans tous les sens. J'imagine que quand ça fait 20 ans qu'on sort des zombicides, les seuls qui s'amusent à noter, ce sont les haters. Ceci dit, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Eh bien, un univers, encore une fois, un peu chinois. On a l'impression d'être sur la Grande Muraille, avec le tigre, emblème de la Chine, n'est-ce pas? On a donc toujours des zombies, mais vraiment dans un univers assez asiatique. Les figurines semblent de toute beauté. Et globalement, la petite particularité, c'est qu'on a ces murailles. Alors bien sûr qu'elles ne seront pas en 3D comme ça c'est quelqu'un qui s'est fait un kiff. Mais on va voir, alors j'avais vu une photo, mais là on va cliquer 15 fois. Voilà, on a les murs qu'il va falloir franchir. Bon, ça reste un nouveau zombicide pour les fans de zombicide. Je pense que c'est une boîte qui se joue toute seule. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les autres si le thème vous intéresse un peu plus ou quoi. Zombicide, il n'y a plus besoin de le présenter, mais en voilà un
nouveau. Alors, pas grand chose en termes de quantité, mais en vrai, il y a quand même des jeux qui m'intéressent. Bah, il y a Canal. Canal, si vous aimez un peu le style, si vous aimez Uwe Rosenberg, Canal c'est un must-have, allez-y. Alors je peux pas le comparer avec Black Forest qui reprend un peu la même mécanique de la roue, mais celui-ci je trouve très accessible et très profond quand même. Minos m'intéresse pas mal. Hit, même si je pense que c'est un petit peu surfait. Bon, bah, ISS Vanguard, si vous avez le jeu de base, vous pouvez toujours vous en plonger. Ouais, en vrai, c'est ça. Hein. C'est Canal, Minos, ce sont les grosses sorties de ce mois-ci. Et puis Hit, pour ceux qui en veulent toujours un petit peu plus. Donc voilà, c'est pas un mois qui va coûter très très cher. C'est un mois où vous allez pouvoir encore faire des petites économies et partir au ski. Et puis probablement qu'à partir du mois de mars, on va se prendre une saucée sévère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tous ces petits jeux. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que il y a d'autres jeux que vous lorgnez, qui vont sortir après, mois de mars, etc. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a un petit lien affilié en description si jamais certains de ces jeux vous intéressent et que vous voulez me soutenir. Hein, ça ne vous coûte pas plus cher. Et pour rappel, moi je récupère 7% de ce que vous allez acheter. Donc c'est comme très important. Et donc, enfin très important en termes de valeur, parce que si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. Mais ça fait quand même des belles sommes. Hein. Je vois déjà des gens qui se font des paniers des fois de 200 €, etc. Je touche 14 € dessus, ça fait plaisir. Merci à vous, à la trentaine, quarantaine de personnes qui cliquent dessus chaque mois. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine en vidéo? Tant qu'à faire un petit teaser. On va avoir une partie de Pirates de Maracaibo, je pense. Et puis on aura également les Sœurs de l'Alliance, le nouveau Youssef Farid. Mais de toute façon, vous avez déjà tous vu la vidéo des Trigan, donc la mienne arrive. Elle n'arrive pas à la bourre, elle arrive pile au bon moment, mais 15 ans après Trigan. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.